Ne poursuivez pas, attirez. Enseignement bouddhiste pour transformer votre vie. Et si lâcher prise était le chemin le plus direct vers votre liberté? Et si vivre avec moins n'était pas un renoncement, mais un gain? Dans cette vidéo, vous découvrirez les enseignements puissants du bouddhisme qui transforment votre façon d'affronter le stress, les attachements et les relations. Il ne s'agit pas ici de théorie, mais de pratiques claires et accessibles pour connecter avec la paix intérieure, vivre avec intention et attirer le bien-être réel sans le poursuivre. De la manière de cultiver la pleine conscience au quotidien à la manière d'appliquer la compassion sans s'épuiser, ce voyage vous montrera que vous n'avez pas besoin de changer tout votre monde pour changer votre vie. Il vous suffit de regarder les choses différemment. Et c'est ici que commence ce changement. L'art de lâcher prise, comment le détachement vous libère sans que vous ayez à renoncer. Lâcher prise n'est pas abandonner. Il ne s'agit pas de fuir ou de renoncer à l'amour, à vos rêves ou à ce qui vous tient à cœur. Lâcher prise, selon la sagesse bouddhiste, signifie cesser de s'accrocher. Et c'est là toute la différence. Car lorsque vous vous accrochez, vous vous encombrez. Vous vous encombrez d'attentes, de peurs, de résultats que vous ne pouvez pas contrôler. Et cela fait mal. Cela épuise. L'enseignement clé ici est que la souffrance découle de l'attachement. Bouddha l'a clairement enseigné. Le désir, lorsqu'il devient envie, engendre la souffrance. Pourquoi? Parce que tout change. Rien n'est permanent. Les gens, les emplois, les moments heureux, même votre corps. Et si vous vous accrochez à l'idée que rien ne change, vous serez toujours en lutte contre la réalité. Alors, comment lâcher prise pour de bon? La première étape consiste à prendre conscience que vous vous accrochez. Une relation qui ne vous nourrit plus? Une peur qui vous empêche d'avancer? Une idée fixe sur la façon dont les choses devraient être? Observez, sans jugement. Observez simplement. Car voir clairement fait déjà partie du lâcher-prise. La pratique du détachement ne signifie pas la froideur. Au contraire, c'est aimer sans posséder, aider sans contrôler, vivre sans dépendre. C'est se donner de l'espace à soi-même et aux autres. C'est avoir confiance dans le fait que l'on n'a pas besoin de retenir pour que quelque chose ait de la valeur. Dans la tradition bouddhiste, on parle des 5 agrégats, les skandhas, la forme, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. Comprendre que vous n'êtes aucune de ces parties isolées, mais quelque chose de beaucoup plus fluide, vous aide à lâcher prise sur l'identification rigide à vos pensées et à vos émotions. Vous n'êtes pas vos réalisations. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous êtes bien plus que cela. Il est également très utile de s'entraîner à ne pas s'accrocher. C'est comme tenir du sable dans votre main. Si vous serrez fort, il s'échappe. Si vous le tenez doucement, il reste. Il en va de même pour les personnes et les expériences. Arrêtez de serrer. Un exercice pratique pour commencer à lâcher prise est l'inventaire émotionnel. Prenez une feuille de papier et écrivez 3 choses auxquelles vous vous accrochez aujourd'hui. Ensuite, écrivez pourquoi. Que pensez-vous qu'il se passerait si vous les lâchiez? Et quelle partie de vous-même résiste? Le simple fait de mettre des mots sur ces choses commence déjà à vous libérer. Un autre outil utile est la méditation du lâcher-prise. Respirez profondément. Visualisez ce poids comme un sac à dos. Et à chaque expiration, imaginez que vous le posez par terre. Ce n'est pas de la magie, mais votre esprit apprend qu'il peut s'alléger. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de tout couper d'un coup. Il s'agit de lâcher petit à petit ce qui vous empêche d'avancer. Et chaque fois que vous le faites, quelque chose en vous s'épanouit. Votre énergie se purifie. Votre paix grandit. Car au final, lâcher prise n'est pas perdre. C'est faire de la place pour du nouveau. Méditation bouddhiste pratique. Entraîner son esprit pour la vie réelle. La méditation n'est pas seulement rester silencieux. Ce n'est pas vider son esprit ni paraître plus spirituel. Méditer, c'est entraîner son esprit,
comme on entraîne un muscle pour être présent, observer sans réagir et choisir avec clarté. Et cela ne fonctionne pas seulement dans un temple, cela fonctionne chez vous, au travail, dans les embouteillages ou lors d'une conversation difficile. Le bouddhisme distingue deux types de méditation fondamentaux, shamatha et vipassana. La première est le calme mental. Vous apprenez à concentrer votre attention sur un seul point, comme votre respiration. Et lorsque vous êtes distrait, car vous le serez toujours, vous revenez gentiment à votre point de concentration. C'est comme ramener un chiot qui s'éloigne, sans crier, sans vous énerver. Vous le ramenez simplement vers vous. Cette pratique simple, quelques minutes par jour, commence à vous apporter quelque chose que très peu de gens ont aujourd'hui, la stabilité intérieure. Et le plus important, c'est que vous n'avez pas besoin d'une heure ni d'un endroit parfait. Vous pouvez commencer par 5 minutes chaque matin. Asseyez-vous, fermez les yeux, observez votre respiration et laissez tout le reste tel quel. Car ce moment avec vous-même est plus important que toute perfection extérieure. Ensuite, il y a le vipassana, qui signifie « voir clairement ». Il s'agit de regarder à l'intérieur de soi avec un esprit calme et de remarquer comment les pensées surgissent, comment les émotions changent, comment votre corps se comporte. Vous n'analysez pas. Vous observez simplement. Et cela vous libère. Car lorsque vous voyez quelque chose clairement, vous cessez d'en être esclave. Par exemple, si vous êtes pris dans l'anxiété, vous pouvez méditer en observant comment elle apparaît dans votre corps. Peut-être que votre poitrine se tend, que votre cœur s'accélère, que votre esprit s'emballe. Vous observez simplement, sans essayer de changer quoi que ce soit. Et cette simple observation, sans jugement, commence déjà à transformer. Des études scientifiques montrent que la pratique régulière de la méditation réduit l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau liée à la peur et à la réactivité. Cela signifie qu'avec la méditation, vous êtes non seulement plus calme, mais vous prenez également de meilleures décisions. Mais méditer ne consiste pas seulement à fermer les yeux. Vous pouvez également méditer en marchant, en mangeant, en faisant la vaisselle. Comment? En étant présent, en ressentant tout. Si vous marchez, sentez le contact de vos pieds avec le sol, le rythme de vos pas, le vent sur votre visage. C'est aussi une pratique. Thich Nhat Hanh disait que vous pouvez transformer n'importe quel moment en méditation si vous y êtes pleinement présent. Du brossage des dents au regard attentif que vous portez à quelqu'un. Et c'est cela, au fond, qui transforme le plus. Non pas une heure passée dans une posture parfaite, mais de nombreuses petites pauses conscientes tout au long de la journée. Vous souhaitez intégrer cela à votre quotidien. Voici 3 pratiques simples. Tout d'abord, au réveil, avant de toucher votre téléphone, respirez profondément 3 fois et ressentez votre corps. Ensuite, avant de manger, faites une pause de 10 secondes et remerciez mentalement la nourriture. Enfin, avant de vous endormir, repensez à votre journée et observez quelle émotion a été la plus constante. Sans la juger, observez-la simplement. C'est ça, méditer dans la vie réelle. C'est transformer des moments ordinaires en espaces de conscience. C'est vous rappeler, chaque jour, que vous pouvez entraîner votre esprit, tout comme vous entraînez votre corps ou apprenez une langue. La différence, c'est que cet entraînement change votre façon de vivre tout le reste. Car lorsque votre esprit est entraîné, vous êtes libre. La pleine conscience comme mode de vie, le secret réside dans les petits moments. La pleine conscience n'est pas une technique, c'est une façon d'être. Et quand vous comprenez cela, cela cesse d'être quelque chose que vous faites uniquement lorsque vous vous asseyez pour méditer et devient une manière différente de vivre. Car vivre en pleine conscience, c'est cesser d'être en pilote automatique. C'est cesser d'aller d'un endroit à l'autre sans remarquer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, comment vous réagissez. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais d'être présent à ce qui se passe au moment où cela se passe. Le problème
c'est que nous avons pris l'habitude de vivre déconnectés. Nous faisons 1000 choses à la fois. Nous mangeons en regardant notre téléphone. Nous répondons à des messages pendant que nous parlons à quelqu'un. Nous pensons à ce que nous allons faire plus tard pendant que quelqu'un nous raconte quelque chose d'important. Cette déconnexion alimente l'anxiété, le stress et souvent la tristesse. Car lorsque vous n'êtes pas dans l'instant présent, votre esprit est dans le passé ou dans le futur. Et c'est là que réside la souffrance. Le passé, avec tout ce qui ne s'est pas passé comme vous l'aviez espéré. Le futur, avec tout ce que vous craignez qu'il puisse arriver. Et le présent, qui est la seule chose qui existe réellement, vous le laissez passer sans le vivre. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous commencez à remarquer des choses qui vous semblaient invisibles auparavant. Vous remarquez comment votre respiration change lorsque vous êtes nerveux, comment vous serrez les dents lorsque vous êtes irrité, comment vous répondez parfois précipitamment sans vraiment écouter. Vous commencez à voir les détails, le goût des aliments, le bruit des feuilles qui bougent dans le vent, l'expression dans les yeux de quelqu'un qui vous parle. Et ces petits détails vous connectent à la vie. Pas avec des idées sur la vie, mais avec la vie elle-même. Une chose très puissante qui se produit lorsque vous développez la pleine conscience est que vous pouvez commencer à détecter les micro-moments qui vous volent votre énergie. C'est peut-être une phrase que vous vous dites sans vous en rendre compte, comme « je ne suis pas assez bien ». Peut-être s'agit-il d'une réaction automatique, comme dire « oui » alors que vous vouliez dire « non ». Ce sont ces petites choses répétées qui génèrent une charge émotionnelle accumulée. Et vous ne pouvez pas les changer si vous ne les voyez pas. C'est pourquoi la pleine conscience n'est pas passive. Il ne s'agit pas de rester immobile comme une statue. C'est une façon active d'observer ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de vous, avec honnêteté et sans jugement. On confond parfois la pleine conscience avec la relaxation, mais ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être pleinement conscient et ressentir de la colère. L'important n'est pas d'éliminer l'émotion, mais d'en prendre conscience pendant qu'elle se produit. Car lorsque vous êtes conscient de ce que vous ressentez, vous n'agissez plus sous l'impulsion du moment. Vous ne criez plus, vous ne fuyez plus, vous ne vous bloquez plus. Vous faites une pause, et cette pause, c'est la liberté. Autre chose importante, vous n'avez pas besoin de changer toute votre journée pour vivre en pleine conscience. Il suffit de choisir des moments précis. Par exemple, chaque fois que vous entrez dans une pièce, vous pouvez prendre une respiration et observer comment vous vous sentez. Ou lorsque vous vous lavez les mains, sentir l'eau, la texture du savon, l'odeur. Ou lorsque vous prenez un café, être simplement là, sans téléphone portable, sans précipitation. Au début, cela semble insignifiant, mais ces petites pratiques entraînent votre esprit. Et le plus beau, c'est que vous commencez à être plus présent avec les autres. Car lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous l'écoutez vraiment, sans penser à ce que vous allez dire ensuite, ni regarder votre montre, cette personne le ressent. Et vous aussi. Cela crée une connexion différente, plus profonde, plus humaine. Dans le bouddhisme, on dit que la pleine conscience, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Cela ne change pas ce qui est là, mais cela vous permet de le voir. Et lorsque vous voyez clairement, vous pouvez agir avec sagesse. Cela change votre façon de réagir aux conflits, de prendre soin de votre corps, d'interagir avec les autres. Cela change même votre dialogue interne, car vous commencez à remarquer quand vous êtes dur avec vous-même, quand vous en demandez trop, quand vous cessez de vous écouter. Tout cela vous donne du pouvoir. Car la véritable transformation ne vient pas de choses extraordinaires, mais du fait de vivre de manière extraordinaire le quotidien. De réaliser que chaque instant est une occasion d'être présent. Et chaque fois que vous êtes présent, quelque chose en vous s'aligne. Votre esprit, votre corps, votre cœur. Et alors, la vie, même dans sa simplicité, commence à se sentir plus pleine. Vivre en pleine conscience, ce n'est pas être concentré toute la journée comme un moine. C'est être plus éveillé dans sa propre vie.
c'est ne pas laisser les jours passer comme un film dont vous n'êtes que spectateur. C'est revenir au moment présent, encore et encore, comme quelqu'un qui rentre chez lui. Peu importe le nombre de fois où vous vous laissez distraire. Ce qui compte, c'est que vous pouvez toujours revenir, car chaque instant est une porte ouverte pour recommencer. Le karma conscient, c'est choisir ce que vous semez dans chaque acte. Le mot karma est souvent très mal compris. Il est presque devenu une menace. Ce que vous donnez vous est rendu, comme une sorte de punition cosmique pour avoir mal agi. Mais en réalité, le karma n'est ni une punition ni une récompense. C'est simplement la cause et l'effet. Tout ce que vous faites, pensez ou dites, laisse une empreinte. Cette empreinte n'est pas un jugement, c'est une graine. Et chaque graine porte ses fruits selon sa nature. Si vous semez des graines de paix, vous récoltez la paix. Si vous semez des graines de conflit, tôt ou tard, c'est ce qui germera. L'important n'est pas de vivre dans la peur du karma, mais de vivre en pleine conscience. Prendre conscience que chaque acte, même le plus petit, a une direction. Lorsque vous décidez d'aider quelqu'un, lorsque vous parlez avec respect, lorsque vous prenez le temps d'écouter, c'est aussi du karma. Car vous choisissez une action qui crée une atmosphère, qui influence les autres, qui affecte votre énergie et votre perception du monde. Il en va de même pour vos pensées. Vous ne pouvez pas contrôler toutes vos pensées, mais vous pouvez les observer et choisir celles que vous souhaitez nourrir. Car une pensée soutenue devient aussi une action, et les actions répétées deviennent le caractère. Dans la vie quotidienne, cultiver un karma conscient signifie examiner vos choix en profondeur, non pas à partir de la culpabilité ou de l'obligation, mais à partir de la liberté. Car chaque fois que vous choisissez d'agir avec présence, avec gentillesse, avec honnêteté, vous transformez votre histoire. Vous cessez de réagir par impulsion pour répondre avec sagesse. Et cela change tout. Le bouddhisme enseigne qu'il existe 3 portes pour créer du karma. Le corps, la parole et l'esprit. Ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez. Observer ces 3 portes est une pratique constante. Par exemple, comment agissez-vous lorsque vous êtes sous pression? Quels mots utilisez-vous lorsque quelqu'un ne répond pas à vos attentes? Quelles pensées surgissent lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez? Observer cela n'est pas pour vous juger, mais pour vous libérer. Car lorsque vous voyez comment vous créez votre propre expérience, vous pouvez commencer à créer quelque chose de différent. Imaginez un instant que votre journée soit un champ de culture. Chaque conversation, chaque décision, chaque geste est une graine que vous plantez. Certaines portent rapidement leurs fruits, d'autres prennent du temps. Certaines passent inaperçues, mais en s'accumulant, elles créent un environnement. Et si cet environnement est rempli de réactions automatiques, de plaintes, de précipitations, il est très difficile pour la paix de s'épanouir. Mais si tu le remplis de pauses conscientes, de compassion, de responsabilité, alors ta vie commence à refléter cela. Et ici, il y a un point essentiel. Le karma n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation ni quelque chose d'immuable. Ce que vous avez fait hier a une énergie, oui, mais ce que vous faites aujourd'hui aussi. Et chaque instant est une occasion de créer une nouvelle direction. C'est ce qu'il y a de plus libérateur dans cet enseignement. Vous n'êtes pas lié à votre passé. Vous construisez votre chemin pas à pas. C'est pourquoi, même si vous avez pris de mauvaises décisions, même si vous avez blessé quelqu'un ou commis de nombreuses erreurs, vous pouvez recommencer à zéro. Vous pouvez demander pardon. Vous pouvez réparer. Vous pouvez agir différemment. Le karma n'est pas une chaîne. C'est une invitation à vivre avec intention. Et vivre avec intention ne nécessite pas de grands changements. Parfois, il suffit de faire une pause avant de parler, de respirer avant de réagir, de choisir de ne pas suivre une pensée négative qui vous épuise. Chaque fois que vous faites un choix conscient, vous réécrivez votre karma. C'est pourquoi, plutôt que de craindre le karma, il faut le comprendre comme une boussole.
Un guide qui vous montre que tout a de l'importance, non pas pour vous contrôler, mais pour vous donner du pouvoir. Le pouvoir d'influencer votre vie à la racine, à partir de ce que vous choisissez de ressentir, de la façon dont vous traitez les autres, de la façon dont vous décidez d'être dans le monde. Et lorsque vous vivez ainsi, quelque chose change. Vous commencez à attirer des situations plus cohérentes avec ce que vous semez. Non pas parce que l'univers vous récompense, mais parce que vous vibrez différemment. Et cela, à lui seul, transforme votre réalité. Le karma conscient est cette force silencieuse qui vous accompagne à chaque pas. Et c'est vous qui décidez si vous l'utilisez pour répéter les mêmes schémas ou pour construire quelque chose de nouveau, de plus léger, de plus sage, de plus vôtre. La compassion avec des limites. Aider sans se perdre dans l'autre. La compassion authentique ne consiste pas à porter le fardeau des problèmes des autres. Ce n'est pas se sacrifier jusqu'à l'épuisement, ni se mettre de côté pour le bien-être d'autrui. La véritable compassion naît de l'équilibre, d'une compréhension profonde que vous pouvez accompagner la douleur des autres sans vous y fondre, que vous pouvez être une présence aimante sans devenir le sauveur de personne. Car si vous vous perdez en voulant aider, ce n'est pas de la compassion. C'est une déconnexion de votre propre centre. Nous confondons parfois la compassion avec la pitié ou avec l'envie de vouloir résoudre la vie des autres. Et cela, même si cela part d'une bonne intention, peut devenir un piège. Car cela vous épuise, vous vide et crée souvent des relations de dépendance où l'un donne tout et l'autre s'appuie sans grandir. Le bouddhisme enseigne que la compassion est l'une des qualités les plus élevées de l'être humain, mais qu'elle n'est pas aveugle, elle est lucide. Et cette lucidité vous permet de savoir quand donner, quand soutenir et quand lâcher prise. Pour cultiver une compassion saine, vous devez d'abord vous inclure vous-même. Cela semble simple, mais ce n'est pas le cas. Car beaucoup d'entre nous ont appris qu'être une bonne personne, c'est s'oublier soi-même. Et ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas donner à partir d'un sentiment de manque. Vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous êtes déconnecté, épuisé ou plein de ressentiment. La véritable compassion naît du soin que vous vous portez à vous-même, de la connaissance de vous-même, du respect que vous vous portez et du fait de ne pas vous trahir pour plaire aux autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Lorsque vous commencez à considérer la compassion sous cet angle, vous comprenez qu'aider ne signifie pas toujours faire quelque chose. Parfois, le plus compatissant est de ne pas intervenir, de laisser l'autre apprendre, de faire confiance à son processus. Être là, mais sans envahir. Écouter, mais sans diriger. Soutenir, mais sans absorber la souffrance de l'autre. Cela demande de la pratique, car l'envie d'aider peut être très forte, surtout quand on aime quelqu'un. Mais avec le temps, on apprend qu'aider ne signifie pas toujours résoudre. Parfois, aider, c'est faire confiance à la capacité de l'autre à trouver son chemin. Et c'est là qu'intervient quelque chose de très important. Les limites. Dans la culture bouddhiste, la limite n'est pas considérée comme une barrière, mais comme une forme de respect. Respect envers soi-même et envers l'autre. Car si vous vous laissez submerger par le désir de plaire, si vous vous taisez par peur du conflit, si vous vous surchargez parce que vous vous sentez responsable de tout, vous franchissez une ligne qui, à long terme, génère de la souffrance. En revanche, lorsque vous savez fixer une limite avec fermeté et gentillesse, vous dites « cela m'importe aussi ». Et c'est une forme de compassion. Pratiquer la compassion avec des limites est une façon d'être présent sans disparaître. C'est pouvoir dire « je te vois, je t'écoute, tu comptes pour moi, mais je ne vais pas porter le poids de ce que tu dois assumer ». Et cette clarté ne vous éloigne pas. Elle vous rapproche de manière plus authentique, car vous êtes vous-même, sans masque ni attente. Il existe une pratique bouddhiste appelée Tonglen, qui aide à cultiver cette compassion consciente. Elle consiste à imaginer qu'en inspirant, vous recevez la souffrance de quelqu'un non pas comme un fardeau, mais comme une reconnaissance, et qu'en expirant, vous lui rendez soulagement, compréhension, paix. Cela ne change pas l'extérieur,
mais cela change la façon dont vous vous connectez. Et surtout, cela vous permet d'être proche de la douleur sans y rester prisonnier. Dans la vie réelle, cela se traduit par des choses très concrètes. Écouter sans donner de conseils. Offrir son aide, mais seulement dans la mesure où cela ne nuit pas à votre bien-être. Dire non lorsque vous sentez que quelque chose vous dépasse, en ayant confiance que l'autre personne a aussi son chemin, ses ressources, son moment. Parce que vous n'êtes pas toujours appelé à être la solution de quelqu'un d'autre. Parfois, vous n'êtes qu'un miroir, une étreinte, une présence qui ne juge pas. Et cela, même si cela semble peu, est immense. Car lorsque vous aidez à partir de cet endroit pur et équilibré, votre énergie ne s'épuise pas. Votre compassion devient durable. Votre cœur reste ouvert, mais enraciné. Il ne se disperse pas et ne s'endurcit pas. Il bat fort, mais dans une direction précise. C'est pourquoi, si vous avez déjà eu l'impression que donner trop vous brisait de l'intérieur, ce n'était pas de la compassion. C'était vous oublier vous-même. Et vous aussi, vous méritez qu'on prenne soin de vous. Vous méritez votre espace. Vous méritez de vous accompagner, tout comme vous accompagnez les autres. Car ce n'est que lorsque vous êtes vraiment avec vous-même que vous pouvez être authentiquement avec l'autre. La compassion n'est pas un sacrifice, c'est une présence avec amour et des limites. C'est voir l'autre tel qu'il est, sans le juger ni le juger. C'est aussi se regarder soi-même, s'honorer, se soutenir. Car c'est à partir de là que l'on peut être une lumière qui accompagne sans s'éteindre. La richesse de la simplicité, car moins on a de choses, plus on est calme. Dans un monde qui vous pousse à avoir plus, à faire plus, à montrer plus, choisir la simplicité devient un acte de rébellion. Mais pas une rébellion bruyante ou agressive. C'est une rébellion silencieuse qui naît du désir de revenir à l'essentiel, de cesser de courir après des choses dont vous n'avez pas besoin, de cesser de combler le vide avec des objets, des engagements ou des stimuli. La simplicité n'est pas un défaut, c'est un choix. Et quand vous la choisissez, vous découvrez que ce qui compte vraiment tient dans peu d'espace. La sagesse bouddhiste a toujours enseigné que l'attachement aux biens matériels est l'une des principales sources de souffrance. Non pas parce qu'il est mauvais d'avoir des choses, mais parce que lorsque vous définissez votre valeur par ce que vous possédez, vous vous rendez fragile. Lorsque votre paix dépend du fait que vous ayez le dernier modèle, le plus beau corps, le travail parfait, vous vivez dans une tension constante. Et vous ne réalisez pas combien il est difficile de maintenir cette façade jusqu'à ce que vous décidiez de la lâcher. C'est là que commence le calme. Car vous commencez à voir que vous n'avez pas besoin de tant de choses pour être bien. Que vous n'avez pas besoin de plus, mais de moins, mais avec du sens. Au Japon, il existe un concept appelé dansari, qui signifie littéralement rejeter, séparer et abandonner ce qui est inutile. Il ne s'agit pas seulement de ranger votre maison, mais de revoir toute votre vie, vos objets, vos habitudes, vos relations. Demandez-vous, est-ce que cela m'apporte la paix ou est-ce que cela me pèse? Est-ce que cela me représente ou est-ce que cela me tire vers le bas? Est-ce que je choisis cela ou est-ce que je le traîne simplement depuis des années? Et lorsque vous vous posez ces questions avec sincérité, vous commencez à remarquer tout ce dont vous n'avez pas besoin. Des choses que vous avez achetées sur un coup de tête. Des choses que vous gardez par peur. Des choses qui occupent de l'espace physique, mental et émotionnel. La simplicité volontaire ne signifie pas vivre dans le manque. C'est vivre avec intention. C'est s'entourer uniquement de ce qui nourrit votre bien-être. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que l'apparence. C'est réaliser que votre temps vaut plus que votre liste de tâches, que votre tranquillité vaut plus que votre agenda chargé, que votre liberté ne réside pas dans le fait d'avoir tout, mais dans le fait de ne pas avoir besoin de tout. Et lorsque vous faites ce pas vers la simplicité, quelque chose de magique se produit. Le silence devient votre ami. L'espace devient source d'inspiration.
le temps n'est plus votre ennemi, car vous cessez de le remplir de choses qui ne vous font pas de bien. Et vous commencez à avoir plus de temps pour ce qui vous nourrit vraiment. Lire, marcher, être avec quelqu'un sans regarder l'heure. Vous regardez sans être trop exigeant envers vous-même. Il en va de même pour les relations. Lorsque vous vivez dans la simplicité, vous ne cherchez plus à vous entourer de beaucoup de gens pour vous sentir validé. Vous recherchez peu de liens, mais honnêtes. Des relations où vous pouvez être vous-même, sans artifice, sans masque, où la valeur ne réside pas dans ce que vous donnez ou dans ce que vous montrez, mais dans ce que vous partagez avec votre cœur. Et cette qualité humaine naît également du détachement, du fait de ne rien avoir à prouver, de savoir que votre valeur n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Même dans votre consommation, le changement est perceptible. Vous n'avez plus autant besoin de divertissement, de distraction, de précipitation. Car lorsque l'esprit s'apaise, il commence à apprécier les petites choses, un café sans se presser, une conversation profonde, un après-midi sans programme. Et cela, même si cela semble simple, est ce qui donne du sens à la vie. Car la paix ne réside pas dans le fait d'avoir tout, mais dans le fait de pouvoir profiter de ce que l'on a déjà. Vivre avec moins vous donne également le pouvoir de choisir. Lorsque vous n'êtes pas lié à un mode de vie qui vous étouffe, vous pouvez travailler moins, vous reposer davantage, choisir des projets qui vous inspirent, dire non sans culpabilité. Vous devenez plus libre, plus conscient, plus vous-même. Parce que vous cessez d'être esclave de ce qui vous est imposé et devenez créateur de ce que vous choisissez. Et tout cela ne signifie pas que vous devez aller vivre dans la forêt. Vous pouvez vivre simplement en pleine ville. Vous pouvez avoir une maison pleine de calme, même si elle n'est pas grande. Vous pouvez travailler, avoir des objectifs, une famille, tout en choisissant l'essentiel. Car la simplicité n'est pas extérieure. C'est la façon dont vous vivez. C'est savoir que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la connexion. Il ne réside pas dans le fait d'avoir tout, mais dans le fait de profiter de ce qu'il faut. Il ne réside pas dans le fait de paraître parfait, mais dans le fait de se sentir en paix. Et quand vous découvrez cela, vous ne l'échangez pour rien au monde. La richesse de la simplicité, c'est qu'elle vous ramène à vous-même. Et dans ce retour, tout commence à avoir plus de sens. Intégrez la sagesse bouddhiste dans votre routine quotidienne. Vous n'avez pas besoin de changer de pays, de quitter votre travail ou de faire une retraite d'1 mois pour appliquer la sagesse bouddhiste dans votre vie quotidienne. La puissance de ces enseignements réside dans leur caractère pratique, accessible et profondément humain. Il ne s'agit pas d'adopter une nouvelle religion, mais d'apporter conscience, compassion et présence à ce que vous faites déjà. Car le véritable changement se produit dans le quotidien, dans la façon dont vous vivez vos matinées, dont vous vous parlez à vous-même, dont vous répondez aux autres lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. L'une des façons les plus directes d'intégrer ces enseignements est de commencer par la respiration, non pas comme un exercice isolé, mais comme un ancrage dans le moment présent. Vous pouvez choisir de petits moments pour revenir à votre corps lorsque vous entrez dans une réunion, lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous faites la queue. Respirez et revenez. Cette pratique simple change votre relation au temps, au stress, à votre propre corps, car au lieu de réagir dans l'urgence, vous répondez dans le calme. Une autre façon pratique consiste à observer consciemment vos émotions. Lorsque vous ressentez de la colère, de la peur, de la tristesse ou de l'anxiété, vous pouvez faire une pause et vous demander « Quelle partie de moi a besoin d'attention maintenant ?» Cette question est déjà un acte de sagesse. Car au lieu de vous identifier à ce que vous ressentez, vous l'accompagnez. Et cela transforme l'émotion en information, en connaissance de soi, en croissance. Vous pouvez également commencer à transformer votre environnement physique. Vous n'avez pas besoin d'un hôtel, ni de bougies parfumées. Mais vous pouvez créer des espaces qui vous rappellent le calme. Une table bien rangée, un coin lecture, une tasse préférée que vous n'utilisez que lorsque vous voulez être présent. Ce sont des détails qui activent votre intention de vivre plus consciemment.
Et en les répétant chaque jour, ils créent une atmosphère différente, plus douce, plus vôtre. Et peut-être plus important encore, transmettez cette sagesse à vos relations. Demandez-vous, est-ce que j'écoute vraiment ou est-ce que j'attends seulement de répondre? Puis-je parler avec honnêteté sans blesser? Puis-je voir l'autre sans projeter mes peurs ou mes désirs? Vivre selon le bouddhisme, ce n'est pas parler doucement ou être toujours zen. C'est être authentique, conscient et compatissant. Avec les autres, oui, mais d'abord avec vous-même. Car la vraie pratique ne se trouve pas dans les livres ou les vidéos. Elle réside dans la façon dont vous vous parlez lorsque vous faites une erreur, dans la façon dont vous gardez le silence lorsque quelqu'un vous blesse, dans la façon dont vous choisissez un mot gentil alors que vous pourriez blesser. C'est cela, la sagesse appliquée. Et il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il suffit d'être prêt à revenir, encore et encore, à votre centre. Au bout du compte, peu importe le nombre de techniques que vous apprenez ou le nombre d'enseignements dont vous vous souvenez, ce qui compte, c'est la façon dont vous vivez, la façon dont vous choisissez chaque étape, comment vous vous maintenez quand il y a du bruit, et comment vous vous alignez avec ce que vous savez être bon pour vous. Le chemin n'est pas vers l'extérieur, il est vers vous. Merci d'être venu jusqu'ici et de vous ouvrir à cette façon plus consciente d'être au monde. Si quelque chose de ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a interpellé, je vous invite à le mettre en pratique. Pas tout à la fois, juste un pas. Celui qui résonne le plus en vous. Et si ce contenu vous a apporté quelque chose, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ce chemin vers la clarté, le calme et la connexion. Et dites-moi dans les commentaires, quelle leçon retenez-vous aujourd'hui? Laquelle allez-vous appliquer dès maintenant dans votre quotidien? À bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.